Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Live Doctors et nous sommes heureux aujourd'hui de partager ce moment avec le docteur Myriam Ackerman-Bauer. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous accueillir et de nous aider à mieux comprendre ce qu'est votre spécialité. Le docteur Myriam Ackerman-Bauer est gynécologue médical. Vous avez fait de brillantes études à Paris, à l'hôpital Bichat, et puis vous avez choisi la gynécologie médicale. Mais pas que, car il y a une histoire qui accompagne cette histoire de spécialité. Absolument. Je suis née dans une famille de médecins. Mes deux parents sont médecins et ma mère était pédiatre et psychosomaticienne. Et très rapidement, après avoir démarré ma carrière, je me suis aperçue qu'en fait, les femmes parlaient énormément, avaient beaucoup d'informations à partager avec moi et que je ne savais pas très bien quoi en faire. Et j'ai eu vraiment la chance d'être dans la première fournée de formation de gynécologue psychosomaticienne en France, formation créée par le docteur Sylvain Mimoun, qui était lui-même psychiatre et gynécologue et qui a créé une association extrêmement réussie et formée, et je pense continue encore à former des gynécologues psychosomaticiens. Et ça, je dirais, complètement changé ma carrière, ma façon de travailler, ma façon de voir les choses. Et c'est aujourd'hui l'expérience que je vais essayer de tenter de vous faire partager. C'est extrêmement intéressant comme démarche. Alors, vous êtes gynécologue médical, vous êtes psychosomaticien. Bon, c'est quoi un gynécologue psychosomaticien ? C'est une excellente question. D'abord, je suis toujours gynécologue normale, entre guillemets, depuis plus de 30 ans. Mais en fait, je pense que mes consultations sont différentes d'une consultation normale. Parce qu'en fait, la spécificité, je dirais, de la psychosomatique, c'est de savoir écouter au-delà du symptôme que la patiente présente, ce qu'elle veut essayer de nous dire ou ce que son corps essaye de nous dire, qui n'est pas de l'ordre, je dirais, du médical netto. Et ça demande, je dirais, un peu plus de temps, un peu plus de patience et une écoute au-delà des mots. Peut-être une pratique aussi. Et une pratique, bien évidemment. Bien particulière, j'imagine. Bien évidemment. De la psychosomatique, je suis aussi devenue sexologue. Et je dirais qu'en fait, en ce qui me concerne, n'importe quelle consultation de gynécologie peut devenir une consultation de gynécologie psychosomatique en 2 minutes. Pas toutes, mais beaucoup. Pourquoi ? Parce que je vais entendre une phrase, un mot qui va me faire penser qu'au-delà d'une demande simple de contraception, d'examen, de douleur, il y a quelque chose derrière de psychologique. Et donc vous êtes attentive aux mots, mais vous complétez, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces mots, M-O-T-S, qui vous permettent d'entendre des mots M-A-U-X, sont corrélés à un examen clinique. Absolument. Alors d'abord, j'ai bien aimé ce que vous venez de dire parce que mon maître, donc Sylvain Mimoun, a écrit un livre qui s'appelle Les mots M-A-U-X pour le dire. Un grand succès de librairie. Absolument. Donc c'est vraiment comme ça. Mais justement, peut-être parce que je suis psychosomaticienne, je reste extrêmement stricte dans ma pratique gynécologique, c'est-à-dire qu'avant d'étiqueter quelque chose de psychologique entre guillemets, mais c'est pas psychologique, c'est ce que je dis toujours aux femmes, c'est-à-dire que quand elles ont mal, elles ont vraiment mal, hein, physiquement. C'est et psychologique et somatique, c'est ça la spécificité de la gynécologie psychosomatique ou de la médecine psychosomatique. Mais avant, il est bien évident qu'elles vont subir un bilan tout à fait régulier, je dirais médical classique, et avec tous les examens pour être sûr justement qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. Je suis peut-être encore plus stricte pour être sûr qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose, donc d'une pathologie médicale. Donc on fait des diagnostics, ce que nous faisons tous médecins,
vous pratiquez des diagnostics d'élimination pour arriver au diagnostic que vous aviez perçu, en fait. Absolument. La différence, je dirais, avec les années, c'est que j'y arrive beaucoup plus vite avec l'expérience et les années d'expérience. Ça me permet d'arriver très vite au but. Et il peut effectivement m'arriver, à la première consultation, d'ouvrir sur quelque chose de complètement psychologique si je sens que c'est possible. De temps en temps, il va falloir créer un lien avec la patiente, faire des examens, petit à petit l'amener à... C'est souvent difficile pour les gens d'accepter aussi qu'on ne va rien trouver dans les examens médicaux, qu'il va falloir aborder une autre sphère ou rentrer dans un autre monde. Docteur Ackermann-Bauer, un des grands motifs de consultation pour la gynécologue psychosomaticienne que vous êtes, c'est la dépression du postpartum ou les traumatismes du postpartum. Postpartum voulant dire après la grossesse. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette dépression déjà du postpartum ? Absolument. Alors, ce que l'on sait en fait, c'est que la grossesse, c'est une période très sensible au niveau psychologique. Et surtout après l'accouchement, en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont déprimées après l'accouchement. Le problème de cette déprime, en fait, c'est que c'est une déprime à petit feu et elle est absolument sous-diagnostiquée parce que les femmes, en fait, ne se plaignent pas. Elles pensent que c'est normal. Alors, il y a le baby blues qui est connu, c'est quelques jours après l'accouchement, dû à la chute hormonale, où la femme est extrêmement sensible, irritable, pleure très facilement. Ça, tout le monde connaît, tout le monde sait, c'est connu. Ce que les gens, en fait, ne remarquent pas toujours, c'est cette fameuse dépression à petit feu du postpartum, où en fait la femme a l'air de fonctionner à peu près normalement, mais elle a perdu son sourire, elle a moins de force, elle a moins d'énergie, elle a l'impression de s'épuiser. Je peux vous donner un exemple tout à fait récent d'une patiente que je ne connaissais pas, qui est rentrée chez moi pour la première fois 5 mois après un accouchement de jumelles, qui sont absolument magnifiques, avec son époux. Tout a l'air d'aller très très bien. Et en fait, elle est venue me demander une pilule ou une contraception. Et elle me dit, oui, j'ai déjà essayé la pilule, mais je trouve que ça me rend un petit peu déprimée. J'en ai essayé une autre et puis j'avais moins de désir sexuel. Et je ne sais pas pourquoi, chez moi ça a fait tilt. On a un questionnaire construit pour détecter la dépression du postpartum. Je vais chercher la feuille, je reviens, je lui demande de la remplir et elle était complètement déprimée, avec même tout petit éventuellement désir suicidaire, pas très fort, mais... Votre intuition était la bonne, absolument. Donc, mon intuition était la bonne. Et il faut dire en plus que je dirais un petit peu, après l'accouchement, c'est un peu comme après le mariage. Il y a une espèce de stigma qu'il faut être très heureux, en pleine forme, que tout doit aller très bien. Et c'est vrai que c'est aussi en même temps pas tellement justifié d'être déprimé, qu'on n'a pas vraiment le droit de se permettre d'être déprimé, je dirais. On ne se donne pas le droit. On ne se donne pas le droit. Et je me suis permis, parce qu'effectivement, je me suis sentie à l'aise avec cette patiente, j'ai fait rentrer son mari dans la pièce, j'ai dit ce que j'avais à dire, et elle s'est mise à pleurer, elle a dit que j'avais tout à fait raison, et ils ont été tout à fait coopérants. Je veux dire, elle a très bien compris qu'elle avait besoin d'être aidée, et que, effectivement, cette impression de manque d'énergie, de manque de force, de ne pas pouvoir arriver à faire les choses. Tous les signes de la dépression, en fait. Absolument, et le problème... Je renvoie nos auditeurs et nos téléspectateurs aux vidéos que Live Doctors a réalisées sur la dépression, où tous les signes que vous évoquez sont décrits et largement et abondamment présentés. Oui, si ce n'est qu'effectivement, comme c'est une maman, elle fonctionne quand même parce qu'elle a des enfants, donc elle s'en occupe. C'est pas qu'elle s'occupait pas bien de ses enfants. Et surtout, le problème donc de ce type de dépression, c'est que comme il n'est pas suffisamment diagnostiqué, ça peut durer pendant très longtemps en fait. C'est sous-diagnostiqué. Et je pense que c'est vraiment important
important, effectivement, que les femmes qui se sentent comme ça après l'accouchement aient le courage de dire, ça ne veut absolument pas dire qu'elles vont être déprimées toute leur vie, qu'elles ont un problème psychiatrique, que c'est grave, ou ça ne veut pas dire quelque chose sur elles, ça veut dire sur un état d'après l'accouchement qui existe, et il faut s'en occuper, et si on s'en occupe bien, ça se règle complètement. D'où l'importance de faire ces diagnostics relativement tôt, ne pas laisser s'installer cet état dépressif, cette dépression, et pouvoir rapidement traiter et permettre de revenir dans une vie normale. Nous avons évoqué le traumatisme du postpartum. Alors, effectivement, je pense que le traumatisme après l'accouchement, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Et à mon goût, c'est une maladie moderne, en fait. Et c'est vrai que c'est très peu évoqué, en vérité. Absolument. Et c'est très bien que vous en parliez. Absolument. En fait, je pense que ce qui a changé, c'est que les médias, la libération d'énormément de choses, le desiderata des femmes aujourd'hui de contrôler énormément de choses, fait que de nos jours, les femmes préparent leur accouchement de A jusqu'à Z. Elles décident où elles accouchent, dans quelles conditions, qui les accompagne, comment, si c'est un accouchement naturel, si c'est pas un accouchement naturel. Et malheureusement, la confrontation entre cette préparation et le monde médical est parfois très dure, hein, surtout quand ça peut pas se passer comme elle l'avait prévu, c'est-à-dire qu'il faut une intervention médicale, hein, qui est parfois un petit peu agressive, s'il faut rentrer en césarienne urgence, s'il faut faire un forceps ou un vacuum. Et en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que moi, je vois arriver des femmes chez moi quelques mois après un accouchement avec une plainte sexuelle, en fait, souvent. Et tout bêtement, c'est le reflet de ce traumatisme qu'elles ont vécu au moment de l'accouchement, parce qu'en fait, elles ont perdu le contrôle sur elles-mêmes, sur leur corps, elles n'ont pas su se débrouiller face à l'agressivité, entre guillemets, efficacité du monde médical, je dirais indispensable, parce qu'elles ne comprennent pas que ça peut sauver leur vie et celle du bébé, mais elles l'ont vécu comme quelque chose de très agressif, où elles n'ont pas eu leur mot à dire, elles n'ont pas eu le temps de réagir, et c'est extrêmement traumatisant. À mon goût, c'est un vrai traumatisme, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment des symptômes là, de ce qu'on appelle PTSD, donc de post-traumatisme. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas non plus suffisamment diagnostiqué ou surtout pris en charge, parce que ça peut après les gêner à être enceinte ultérieurement ou avoir le courage d'accoucher de nouveau. Qui n'est pas assez dit, d'ailleurs. C'est très intéressant, la manière dont vous abordez cette question est extrêmement intéressante, parce qu'elle apporte un éclairage sur quelque chose qui est peu connu et qui est dont on ne parle pas, pour beaucoup de raisons dont on ne parle pas. Quels sont les moyens du diagnostic que vous avez pour arriver à détecter cet état? En général, c'est essentiellement l'interrogatoire, mais c'est vrai qu'elles ont des signes donc de quelqu'un qui ont vécu un traumatisme, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir l'incapacité d'abord d'envisager de nouveau une grossesse. Cette fameuse, ce qui m'a fait tilt d'abord, effectivement, chez la patiente précédente, c'est qu'elle m'a dit qu'elle voulait une contraception pour 4 ans ou pour 5 ans. Je veux dire, j'ai senti qu'il y avait là une impossibilité d'envisager une grossesse ou un accouchement de nouveau. Éventuellement des flashbacks ou des images qui reviennent ou vraiment des signes donc de post-traumatisme. Et l'intérêt, si vous me permettez, c'est que en tant que gynécologue médical, vous pouvez avoir accès au dossier et comprendre quelle est la nature du traumatisme dont vous avez parlé avec beaucoup de finesse et d'intelligence, de l'efficacité obligatoire, voire nécessaire, de ce traumatisme. Absolument. En général, d'ailleurs, le travail que je vais faire avec elle, si je fais un travail avec elle, ça va être d'élaborer le traumatisme, mais surtout de leur donner des outils pour que, pour l'expérience suivante, elles puissent récupérer une certaine forme de contrôle sur les choses, qu'elles aient plus l'impression de pouvoir contrôler. Et en expliquant surtout ce qui s'est passé, parce que les gens ne comprennent pas toujours ce qui s'est passé ou ne comprennent pas non plus toujours
pourquoi les médecins ont réagi de cette façon-là. D'ailleurs, on ne parle pas suffisamment non plus des traumatismes médicaux dus au corps médical. Si on parle après un petit peu de sexualité, on pourra aborder le sujet de jeunes femmes, Bien effectivement, qui ont vécu dans leur enfance un traumatisme d'ordre médical qui n'a pas du tout été élaboré parce que ça avait l'air d'être quelque chose de tout à fait basique et pas très compliqué. C'est extrêmement intéressant, c'est une approche très intéressante. C'est totalement novateur et réellement, dans ma longue carrière médicale et en tout cas pour tous nos auditeurs, c'est quelque chose qui est nouveau et c'est un concept, en fait, c'est un diagnostic nouveau que vous nous apportez et qui pourra, j'en suis sûr, permettre à toutes les femmes qui ont quelque chose de cette nature de pouvoir consulter et être aidées. Merci beaucoup, c'était très très important et très intéressant. Dans le cas des traumatismes postpartum, en fait, c'est pas tout à fait le cas, il existe aussi des traumatismes liés à des fausses couches, voire à des interruptions de grossesse. C'est quelque chose qui est douloureux que nous rencontrons, nous, praticiens, mais j'imagine que vous avez une approche différente et une manière d'envisager ces problèmes différemment. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Absolument. Alors après, on parlera aussi probablement de fertilité, mais c'est vrai que j'ai quelques cas très intéressants de femmes pour qui la fausse couche ou l'interruption de grossesse, même éventuellement désirée, est extrêmement traumatisante. Je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Je pense que consciemment ou inconsciemment, même si c'est une fausse couche qui n'a pas été désirée, qui est arrivée spontanément, les femmes se sentent extrêmement coupables ou meurtries dans leur capacité d'être mère. Hein. Et j'ai un cas passionnant d'une patiente qui avait très envie d'avoir un enfant, qui était en couple depuis plus de 10 ans et qui me suppliait de ressentir cette envie de l'intérieur. Elle n'en était pas capable, elle était pas capable d'arrêter de prendre la pilule. Et en fait, j'ai fait un travail avec elle, donc un travail plus psychologique, et on s'est aperçu qu'à 18 ans, elle avait été enceinte et qu'elle a absolument pas eu le temps de comprendre ce qui lui était arrivé. Sa mère, par hasard, qui était chez le gynécologue quand on a découvert la grossesse, a pris les choses en main. Elle a fait une interruption de grossesse très très rapidement, qu'elle a jamais eu le temps d'élaborer en fait au niveau psychologique. Et on a fait un travail extraordinaire, vraiment de revenir. À chaque fois qu'on faisait un travail éventuellement de rêve éveillé ou de choses, il y avait toujours la mort qui revenait sur le tapis. Et grâce à ce travail qu'on a pu faire, elle a pu arrêter la pilule, elle a pu réavoir des règles, elle n'avait pas de règles, elle a pu être enceinte et aujourd'hui elle est maman et elle est heureuse. Et à l'anniversaire de 1 an, elle est venue spécialement m'amener un bouquet de fleurs pour me remercier. Je veux dire... Et c'est souvent, il faut le dire, c'est-à-dire que souvent nous médecins, c'est ce genre de petits cadeaux par voie qui nous font continuer à aimer notre métier. Absolument. Et j'imagine votre émotion à ce moment-là. Absolument. Et c'est vrai que je me souviens, ce qui en fait m'a marqué et qui m'a fait commencer à m'intéresser à ce sujet, c'est une femme un jour au seuil de la porte, une patiente de 70 ans, qui s'est mise à pleurer en me rappelant l'interruption de grossesse qu'elle avait fait ou la fausse couche qu'elle avait eue 40 ans avant. Et je me suis dit, mon Dieu, elle n'avait jamais dépassé ces traumatismes en quelque sorte. Absolument. Et je me suis dit, mais c'est terrible, c'est quelque chose dont il faut parler, dont il faut s'occuper. Et c'est vrai qu'on parle des femmes, mais on s'intéresse presque jamais aux hommes et à ce qui leur arrive dans ces moments-là. Et les hommes, les malheureux, ils doivent être forts, ils doivent pas montrer leur tristesse et leurs difficultés. Et c'est vrai que c'est important aussi de parler avec les hommes dans comme je suis sexologue et que pour moi la sexologie c'est un travail qui se fait en couple, donc j'ai toujours tendance aussi, si je peux, à voir les gens en couple. Je peux penser aussi au cas d'une patiente jeune qui a fait une interruption de grossesse parce on lui avait diagnostiqué une trisomie 21 chez le fœtus. Et c'est une patiente qui n'arrivait pas à être enceinte de nouveau. Et il a fallu là aussi faire un travail psychologique d'élaboration du traumatisme et de comprendre ce qui lui était arrivé pour qu'elle soit capable d'aller au-delà et de l'avant, je dirais. Question qui peut paraître absurde, mais qui n'est pas tant que ça. Ne pourrait-on pas envisager, dans toutes
les suites de fausses couches ou dans toutes les suites d'interruption de grossesse, un accompagnement psychologique. Est-ce que c'est sot d'imaginer qu'on puisse proposer pour ces accidents de vie un accompagnement? Peut-être pas très long, peut-être pas, mais quelque chose qui pourrait aider à passer ce cap et ne pas arriver à ces cas dramatiques et tristes dont vous avez parlé. Cette personne de 70 ans, par exemple. Alors, c'est absolument pas sot, mais il faut dire une chose, en tout cas en ce qui concerne les gynécologues qui travaillent dans les hôpitaux, quel que soit le pays où ils travaillent, ce sont des gens qui sont extrêmement débordés et qui n'ont absolument pas le temps de s'occuper de ce genre de choses. Et je pense qu'effectivement, ça c'est plus le travail des gynécologues qui se trouvent en clinique, à condition qu'ils aient envie de s'occuper des choses psychologiques, et c'est pas le cas de tout le monde, et c'est là effectivement la spécificité de la gynécologie psychosomatique. C'est d'avoir une espèce d'oreille ou de savoir voir d'antenne, voilà, l'antenne qui s'allume selon les histoires des gens et... Absolument, je suis d'accord avec vous. Ce serait idéal. Un des sujets que vous devez rencontrer régulièrement, c'est ce que l'on appelle l'infertilité d'origine psychosomatique. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, absolument. Je crois que c'est un sujet important. Je pense qu'on en parle aussi quand même de plus en plus. C'est un sujet d'autant plus important qu'aujourd'hui, il y a même des études, je dirais, biologiques qui prouvent l'influence donc de la psychologie sur les hormones, sur tout le fonctionnement hormonal et donc de fertilité chez la femme. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne dira que les hormones ou la psychologie n'a pas d'effet sur les hormones. On sait par exemple au niveau statistique qu'il y a 5% de couples qui vont réussir à être enceintes, je dirais, entre le moment où ils s'inscrivent en procréation médicalement assistée et le début du traitement. Donc c'est vraiment la preuve qu'une partie donc des gens qui aujourd'hui vont en procréation médicalement assistée sans une cause vraiment précise médicale, je dirais, il y en a énormément. Probablement la cause peut être psychosomatique, et je crois que c'est important de dire que c'est pas seulement chez les femmes, chez les hommes aussi, si on parle un petit peu de sexualité. Un symptôme par exemple que l'on retrouve pas très fréquemment chez les hommes mais qui existe, c'est ce qu'on appelle l'anéjaculation, c'est-à-dire des hommes qui n'arrivent pas à éjaculer. Et on sait en général que ce symptôme est un symptôme psychologique ou psychosomatique et qui peut éventuellement très facilement avoir avec le fait que, bien que dans leur tête, ils pensent qu'ils sont, oui, intéressés à ce que leur épouse soit enceinte, mais peut-être qu'il y a des choses dues à leur psychologique ou à leur histoire personnelle qui fait qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Et c'est quelque chose auquel on peut se trouver confronté. Donc, personnellement, par exemple, j'aime pas tellement m'occuper de fertilité en matière médicale, mais c'est vrai que je dis, si vous pensez qu'il y a quelque chose de psychologique, je suis prête à vous aider. Et c'est vrai que très souvent, simplement une visite de réassurance quand il y a une question, d'expliquer que, a priori, je dis toujours à mes patients, on sait qu'en fait, un couple qui a une fertilité normale, dans 80% des cas, il va peut-être falloir 1 an avant qu'il y ait une grossesse. Et les gens aussi, là aussi, ça fait partie de l'Internet et des gens qui cherchent. Les gens aujourd'hui sont extrêmement stressés parce que là aussi, ils veulent contrôler. À partir du moment où ils ont arrêté la pilule, il faut qu'elle soit tout de suite enceinte. On fait des tests d'ovulation, etc. Et je pense que là aussi, peut-être, c'est ma formation de psychosomaticienne, très souvent, une simple visite de réassurance. Je dis toujours aux couples, quand j'ai pas de raison valable de penser qu'il y a un problème, moi, personnellement, je vous regarde comme un couple ayant une fertilité normale. Il va falloir que vous me prouviez qu'il y a un problème. Et très souvent, une simple visite de réassurance va permettre de voir les gens absolument revenir et débloquer la situation. Docteur Ackerman Bauer, un des grands sujets auxquels vous êtes confronté, un des grands motifs de consultation, nous en avons parlé auparavant, c'est la dyspareunie. Alors, c'est un terme qui semble un peu mystérieux. Pouvez-vous nous définir ce qu'est la dyspareunie? La dyspareunie, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur parce que je pense que
énormément de femmes, bien qu'il y ait une libération autour de la sexualité énorme, ne savent pas qu'il faut se plaindre quand on a une dyspareunie, c'est-à-dire quand on a des douleurs au moment des rapports sexuels et essentiellement au moment de la pénétration. Ça, c'est la définition médicale, clinique. Absolument. Alors, une partie de dyspareunie, je dirais, sont liées essentiellement au domaine de la gynécologie, c'est-à-dire quand la femme a mal au ventre, je dirais, pendant les rapports sexuels, ça touche au domaine de la gynécologie et ça peut avoir attrait à quasiment toutes les pathologies gynécologiques. Si c'est une grossesse en dehors de l'utérus, qu'on appelle une grossesse ectopique, une inflammation, une infection, un kyste sur l'ovaire, etc. Mais surtout, donc ça, le gynécologue en général va savoir s'en occuper et ça va être diagnostiqué. Ça n'a pas lien ni avec la sexualité ni avec la psychosomatique. On est dans la gynécologie. On est dans la gynécologie médicale, pure, absolument, voilà. plus classique. Mais en fait, il y a énormément de femmes qui ont mal, soit dans le va-et-vient de la pénétration vaginale, soit surtout à l'entrée du vagin, avec éventuellement une incapacité de pénétration tellement elles ont mal ou tellement elles se contractent. Et ça, je pense que c'est des sujets dont on ne parle pas suffisamment. Y a-t-il différentes sortes de dyspareunie ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux symptômes qui se rejoignent et qui, à mon avis, sont extrêmement différentes. On a d'un côté le vaginisme et d'un autre côté ce qu'on appelle la vestibulite ou la vulvodynia. Qui, là aussi, à mon avis, sont sous-diagnostiqués parce que les gynécologues n'ont pas toujours une formation en sexualité et ça a plus attrait à la sexualité. Et malgré la libération des mœurs, en ce qui concerne le vaginisme, on pourrait penser que c'est un symptôme qui ne devrait plus avoir lieu d'être. Au niveau statistique, il y a toujours 10% de vaginisme dans la population générale. C'est un chiffre important. Absolument. Et en ce qui concerne la vestibulite et la vulvodynia, je pense qu'on a de plus en plus de femmes qui ont ce problème-là. Alors, on va commencer avec le vaginisme. C'est vrai que ma classification est une classification axée psychosomatique. Il y a des gens qui essayent de mettre ensemble les deux symptômes. Pour moi, c'est deux symptômes très différents. La femme qui a un vaginisme, c'est une maladie psychosomatique, ça a trait plus à un terrain psychologique. Ce sont des femmes qui sont phobiques en fait, qui ont énormément besoin de contrôler, qui n'ont rien contre la sexualité, mais qui ne peuvent pas supporter la pénétration et elles ont une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire qu'elles empêchent toute tentative de pénétration. Bien évidemment, c'est pas volontaire parce que dans leur tête, elles voudraient pouvoir le permettre, mais elles en sont totalement incapables. C'est des femmes qui ont une caractéristique de phobie. Très souvent, quand on les interroge, elles ont peur des chiens, elles ont peur des prises de sang, elles ont peur des piqûres, elles ont peur de l'obscurité. Vous voulez dire que cela s'inscrit dans le cadre d'une névrose phobique plus large ? Oui, pas forcément. Elles ont des traits phobiques. Des traits phobiques. Cela s'inscrit surtout dans quelque chose, je dirais, d'éducation, de l'ordre de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des femmes, si on leur demande de dessiner leur vagin, il est tout petit et elles sont persuadées que si quelque chose rentre dans le vagin va s'éclater, ça va saigner, ça va être absolument dramatique. C'est une vision très très particulière. Absolument. Déformée, cataclysmique en fait. Absolument. Et les kinésithérapeutes qui s'occupent des femmes vaginiques et qui ont de l'expérience disent « je les vois dans la salle d'attente ». Et je sais que c'est une femme vaginique. Ah, oui. C'est-à-dire que ce sont en général des femmes très pomponnées, qui ont l'air extrêmement féminines. Elles n'ont pas quelque chose contre la sexualité, mais elles ont quelque chose contre la pénétration. Et en général, elles se choisissent des conjoints qui sont tout à fait complaisants, très gentils, qui veulent absolument pas les brusquer. Et c'est comme ça que l'on voit des mariages non consommés, et on en voit encore énormément pendant des mois et pendant des années, et où malheureusement, des fois aussi, on voit des gens qui arrivent en traitement d'infertilité et personne ne s'est aperçu que... Je peux vous donner l'exemple d'hier, effectivement, d'une patiente qui est venue me voir parce qu'elle était inquiète, elle était encore pas enceinte. Et je lui dis, viens, il faut que je t'examine.
Et j'avais posé la question il y a quelques mois, je lui avais demandé les rapports sexuels, il n'y a aucun problème. Elle me dit, il n'y a aucun problème, je l'examine, elle est vierge. Un véritable cas d'école. Absolument. Absolument. Et elle est probablement ou vaginique ou l'enseignement est pas bon, ils savent pas comment ils doivent faire. Enfin, j'ai pas eu le temps. C'est un couple qui va revenir me voir en couple et on va vérifier ce qui se passe. Mais donc, ce fameux vaginisme est donc une cause d'infertilité, bien que pour quand même la curiosité, il y a 5% de possibilité de grossesse sans pénétration. C'est-à-dire qu'il y a des femmes vaginiques qui accouchent. Elles n'ont jamais eu de rapport sexuel avec pénétration et elles accouchent. Donc ça, c'est pour la curiosité. Le traitement du vaginisme, dans la majorité des cas, est très facile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un espèce de traitement, je dirais, de coaching, qui est d'un côté un traitement physique, parce qu'on va leur apprendre à mettre ce qu'on appelle des dilatateurs de taille de plus en plus grande, des bougies dilatateurs. Et donc en fait elles vont et puis c'est un traitement et puis c'est de l'éducation en fait parce que en fait à partir du moment où ces femmes et des fois ça peut se faire en une consultation ou deux consultations, elles comprennent qu'on peut mettre quelque chose dans leur vagin et qu'il s'est rien passé et qu'en fait il y a aucune différence entre rentrer quelque chose d'un diamètre tout petit ou d'un diamètre plus gros parce que le vagin en fait c'est un grand tuyau extrêmement souple puisqu'il doit y passer un bébé, donc il n'y a aucun risque qu'il arrive ce dont elles ont peur. À partir du moment où elles font le switch, le traitement, c'est ce que je leur dis toujours, c'est fini, maintenant le traitement il est presque terminé. Parce qu'après ça va très vite, elles comprennent qu'on peut rentrer un dilatateur de plus en plus grand. C'est un travail de coaching, je dirais, c'est-à-dire qu'ils font en même temps un travail psychologique pour voir où elles en sont et ce qui se passe. Et je me souviens que j'avais une patiente vaginique qui arrivait chez moi, elle avait été chez un docteur au préalable, il lui avait donné, comment on dit, un tube à essai pour essayer de le rentrer, donc avant la taille des dilatateurs, encore plus petit, pour qu'elle essaye de faire les exercices toute seule. Et je lui ai dit, c'est très bien, viens, raconte-moi et explique-moi comment tu fais les exercices. Alors elle me dit, je fais les exercices comme ça, les deux jambes comme ça, bien serrées. Je dis, bon, on est bien parti, on va avoir du travail sur la planche. Et bon, on a fait le travail et ça s'est tout à fait fait. Donc ça, c'est ce qu'il en est du vaginisme. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, il reste 10% de femmes vaginiques. Et de temps en temps, là aussi, elles ne pensent pas à venir se plaindre ou elles ne savent pas surtout chez qui aller, elles n'ont pas d'adresse, elles n'osent pas en parler, malgré la libération des mœurs et de la sexualité. Il y a quand même encore des tabous et des fois simplement la peur d'ouvrir ou de demander parce qu'on ne sait pas chez qui aller ni où aller. De ce point de vue-là, peut-être que l'Internet a fait des choses positives. Les gens peuvent chercher dans l'Internet et des fois trouver des gens qui peuvent les aider. Vous allez participer à la connaissance de ces problèmes. Ça, j'en suis sûr, en tout cas. Et dans le vaginisme, vous avez des résultats qui sont des résultats intéressants? Absolument. Alors, en général, vraiment, on a d'excellents résultats, je dirais à 90-95%, et très souvent, très rapidement. Il y a quelque chose dont il faut parler quand on parle de sexualité, bien évidemment. En général, quand on n'a pas de bons résultats, ce sont des cas extrêmement complexes et bien évidemment, il faut parler de traumatisme sexuel dans le passé. C'est quelque chose qui est inévitable quand on a un symptôme sexuel d'aller vérifier. Et je dirais les femmes, les patientes avec qui on n'a pas réussi à amener à avoir des rapports sexuels. Une patiente que j'avais comme ça, c'est une femme qui avait vécu dans son enfance énormément de traumatisme sexuel, qui avait une enfance extrêmement compliquée et difficile. Et malgré donc tous les traitements possibles et imaginables, on est arrivé à la conclusion qu'elle ne réussirait pas à avoir donc de rapport sexuel. Et c'est une femme donc qui là a été adressée à bon escient en procréation médicalement assistée parce que de nos jours, il est tout à fait capable d'être. La médecine peut aider à être enceinte sans pénétration, ce qui est une bonne chose. Il faut dire un mot à ce propos-là aussi, c'est qu'il est bien évident que de temps en temps, comme gynécologue et sexologue, je me trouve dans le dilemme de est-ce qu'on s'occupe d'abord du problème sexuel ou est-ce qu'on aide d'abord la patiente à être enceinte. Et il est bien évident que si on a des gens qui s'approchent de la quarantaine, qui ont dépassé les 35 ans, quand on sait qu'effectivement la fertilité baisse énormément, alors de temps en temps, on va effectivement d'abord choisir la procréation médicalement assistée et après s'occuper du problème sexuel.
Dans le cas d'un vaginisme, et après ce que vous nous avez dit, donc dans la possibilité d'avoir malgré tout une grossesse dans ce cas de figure, que se passe-t-il après la grossesse, au moment de l'accouchement? Est-ce que cela va régler ou pas le problème du vaginisme? Absolument pas. C'est-à-dire qu'a priori, elles ont des chances de pouvoir accoucher normalement par voie basse et pas par césarienne. Bien évidemment, en général, elles ont très peur ou de temps en temps, elles disent à l'entrée, j'ai un problème, à la sortie, ça va aller. Ça ne règle pas le problème du vaginisme. Et puis, il faut dire aussi que c'est compliqué pour toutes ces femmes de subir toutes les manœuvres de traitement de fertilité, les examens pendant la grossesse. Il est bien évident que l'idéal, c'est de régler le problème avant d'être enceinte. C'est vraiment des cas extrêmes. Question médicale, on n'a pas le choix. Puisque un des moyens de faire le diagnostic et de surveillance, c'est le toucher vaginal par un médecin. Comment est-il vécu ? Alors, c'est une excellente question. Moi, les femmes vaginiques, je les vois aussi tout de suite, c'est-à-dire qu'elles se sont à peine mises allongées sur la table, qu'elles sont déjà passées à l'autre bout de la pièce. Absolument, physiquement. Il y a celles qui vont refuser d'être examinées. Et là, j'ai toujours une petite phrase, quand je vois que c'est comme ça, je leur dis c'est uniquement avec moi ou c'est aussi comme ça dans le couple? Alors celles qui me disent non, non, c'est juste avec toi, alors je suis tranquille, ou avec vous, je suis tranquille. Quand on me dit oui, non, c'est aussi comme ça dans le couple, alors là, je commence à voir ce qui se passe. Et il est bien évident que là aussi, le rôle de la psychosomaticienne est extrêmement important. Il faut parfois savoir s'arrêter, savoir ne pas examiner, parce que c'est des femmes qui sont déjà suffisamment traumatisées par leurs problèmes. C'est pas à nous les médecins de créer un nouveau traumatisme. De temps en temps, ça m'arrive de dire, là, j'examine pas, on va s'occuper du problème, on verra plus tard. Quel est le deuxième type de dyspareunie que vous serez amené à rencontrer lors de vos consultations? Alors, le deuxième type, c'est la vestibulite ou la vulvodynie. Je dirais qu'elle est même plus fréquente que le vaginisme. C'est une maladie moderne. Je pense qu'on en parlait au début de ma carrière, mais on ne savait pas très bien ce que c'était. Aujourd'hui, on sait un petit peu plus ce que c'est, mais on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. Il y a aujourd'hui des chercheurs qui cherchent un gène pour savoir s'il y a des femmes qui ont plus tendance à avoir ce genre de pathologie que d'autres. On sait que ça touche essentiellement les femmes à peau blanche, les femmes jeunes. C'est une maladie bizarre, c'est pas une vraie maladie en fait, c'est un trouble qui peut apparaître dès le début des rapports sexuels ou qui peut apparaître secondairement sans vraiment de raison explicite ou logique. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a à l'endroit qui fait mal, qui est au niveau donc du vestibule de la vulve, un trop grand nombre de terminaisons nerveuses. On ne connaît pas la cause, on ne sait pas pourquoi chez une femme il y aura ça et chez une autre femme il n'y aura pas ce problème. Et c'est une douleur, ce qu'on appelle donc une douleur neurologique, c'est-à-dire une douleur exquise. Le problème de ce genre de pathologie, c'est que là aussi, très souvent, les gynécologues ne savent pas examiner ou ne connaissent pas cette pathologie. Et donc, ils vont examiner la patiente et on voit quasiment rien à l'examen. Il faut un examen un petit peu particulier avec un coton-tige et appuyer à l'endroit qui fait mal. Et donc, c'est des femmes à qui on va dire c'est tout à fait normal, il n'y a rien, tout va aller très bien. Et en fait, elles souffrent énormément. C'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que quand je leur demande de quantifier de 1 jusqu'à 10, des fois, elles vont me dire 20. J'ai vu une patiente aujourd'hui qui m'a dit mais c'est pas seulement pendant, c'est jusqu'au lendemain midi, ça peut être pendant plusieurs jours, ça peut les empêcher de porter des jeans. Aujourd'hui, on en parle énormément, il y a des forums de femmes sur la vestibulite. Connaît-on les causes de cette dyspareunie ? Alors non, on pense qu'il y a des choses qui probablement sont en partie responsables du problème, mais on n'en a pas la preuve. Essentiellement donc la pilule qui crée une sécheresse et un manque de trophicité au niveau de la vulve. Réversible à l'arrêt de la pilule ? Ou pas ? Oui ou non.
parce que je pense qu'en fait la femme va quand même rester avec sa vestibulite. C'est vrai que dans ces cas-là, on leur donne des œstrogènes pour essayer d'améliorer la situation. Et probablement, donc, tous les produits chimiques qu'on utilise aujourd'hui, que les femmes utilisent de plus en plus, si ce sont les serviettes hygiéniques, les déodorants, les tampons, les lingettes, qui probablement font qu'on voit de plus en plus de femmes. Moi, je peux dire que personnellement, je vois entre 1 ou 2 patientes par semaine avec ce problème. C'est-à-dire que ça devient vraiment une espèce d'épidémie, je dirais. Alors, ce sont des femmes qui, si elles ont vu un gynécologue qui leur a dit il n'y a rien à l'examen, au bout d'un moment, leur conjoint va penser qu'elles sont gâtées ou qu'elles sont folles. Elles vont devenir complètement folles. Elles n'ont pas toujours l'idée de se plaindre parce que ils savent pas, les gens ne savent pas à partir de quand il faut se plaindre, ou si c'est normal d'avoir des douleurs ou pas normal d'avoir des douleurs. Et je crois que là, il y a vraiment un manque d'information sur le sujet, et c'est très important, surtout si je peux faire passer un message, que c'est pas normal d'avoir mal pendant les rapports sexuels, et que si une femme a mal, il faut qu'elle vienne, qu'elle se plaigne, qu'elle se fasse examiner, et on peut l'aider. Question. Est-ce que ces douleurs apparaissent systématiquement lors de rapports sexuels ou elles peuvent être en dehors des rapports sexuels ? Alors, essentiellement pendant les rapports sexuels, mais elles peuvent être en dehors des rapports sexuels. Et puis, là encore, pour les gens comme moi qui sont psychosomaticiens, on a tendance à avoir un look sur ce problème un peu psychosomatique. Ce que je dis toujours, c'est que même si à la base, la femme n'a pas un problème psychosomatique, c'est un endroit tellement intime qui fait intervenir le couple, la relation dans le couple, les besoins du conjoint. Donc ça crée des problèmes psychologiques, et pour la patiente et pour le couple, et dans la relation du couple et chez le conjoint. Là aussi, ça demande effectivement une prise en charge du couple et pas seulement de la patiente. Quelques précisions sur ce type de douleur. C'est une douleur classique, franche, un type de brûlure. Est-ce qu'on a des précisions sur ce type de douleur ? Alors, en général, elles se plaignent effectivement de brûlures essentiellement, qui vont pouvoir durer pendant quelques heures. Le problème aussi, en général, c'est que ça se trouve au niveau de ce qu'on appelle la fourchette vulvaire, c'est-à-dire vers le bas. C'est-à-dire qu'il va être quasiment impossible de ne pas y toucher au moment d'une pénétration, si c'est pendant les rapports sexuels ou même au moment d'un examen gynécologique ou même d'un tampon. C'est-à-dire les femmes vont dire que même en mettant un tampon, ça leur fait mal, hein. C'est une douleur exquise. C'est-à-dire que quand on fait l'examen, ce qu'on appelle le test du Q-tips, donc avec un coton-tige, et qu'on appuie avec un coton-tige à l'endroit de la douleur, la femme a extrêmement mal, et c'est pas du cinéma parce qu'elle voit pas où je la touche. Je lui dis je vais te toucher avec le coton-tige et tu vas me dire si je déclenche la douleur dont tu me parles, et c'est pas du cinéma parce que au moment où j'arrive là-bas, ça saute au plafond. C'est une vraie douleur neurologique. D'ailleurs, il y a des produits aujourd'hui, il y a une crème aujourd'hui qui utilise donc un produit qui a une action sur la douleur neurologique. Nous arrivons au terme de cet entretien passionnant, réellement passionnant, pour le médecin que je suis, pour l'ensemble de l'équipe de Live Doctors, mais je suis sûr aussi pour l'ensemble des auditeurs qui vont vous découvrir et qui vont découvrir, au-delà de votre sourire, votre compétence, votre approche extrêmement intéressante, et puis cette manière de parler de ces problèmes dont on ne parle pas beaucoup, même quasiment jamais, et je suis sûr que cette approche et cette manière que vous avez eue de présenter ces problèmes va permettre d'aider énormément de femmes qui vont vous suivre sur Live Doctors. Un mot de conclusion. Alors, je vous remercie beaucoup d'abord de m'avoir donné l'opportunité de parler de ma pratique quotidienne, qui effectivement, malgré le nombre d'années, reste passionnante pour moi. Et je crois qu'on pourrait parler d'encore beaucoup de sujets. En ce qui me concerne, pratiquement tous les troubles gynécologiques peuvent avoir un lien avec la psychosomatique. Donc on a touché
un certain nombre de sujets. On pourrait parler encore de beaucoup de On choses. a effleuré ce Absolument. sujet. Mais cette manière que vous avez de présenter, je le redis encore, va permettre à des centaines et des centaines de femmes de pouvoir peut-être consulter et avoir un soulagement et même une guérison. Merci. J'en serais ravie. Merci à vous. Merci beaucoup.